Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Hélène Portefait, je suis kinésithérapeute du sport à Marseille et je vais essayer de vous plonger dans les 15 prochaines minutes dans notre quotidien de kinésithérapeute. Alors vous allez voir, j'ai pris un peu de liberté sur le sujet parce que traiter le rachis du skieur, c'était assez vaste et j'ai essayé de trouver un point commun à la fois anatomique et puis à la fois, on l'a vu, au niveau des pathologies, c'est très très vaste. On pourrait parler du rachis cervical, du rachis thoracique, du rachis lombaire. Donc j'ai essayé de trouver un point commun à tout ça et d'en faire un fil conducteur. Alors voilà, notre quotidien, ça commence bien souvent comme ça. Donc on reçoit des petits textos le dimanche soir pour nous illustrer un petit peu donc les fantaisies de nos patients durant le week-end. Et donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'ils agrémentent ça d'une petite vidéo. Voilà, donc comme ça vous laisse l'ambiance pour le lundi matin. Vous savez exactement à quoi vous en tenir. Alors déjà, première chose, il faut savoir que le transverse de l'abdomen, il n'y a aucune étude en ski alpin en fait qui a fait le lien entre le transverse de l'abdomen et les pathologies du skieur. On va en fait s'appuyer sur les contraintes biomécaniques et les données en fait sur la stabilité du tronc qui vont suggérer en fait un rôle majeur dans la prévention des douleurs lombaires. Je reviens un petit peu sur les pathologies du skieur. Faut savoir que les pathologies du rachis, ce sont pas les premières pathologies quand on parle de ski au sens large, parce que on parle de ski, mais on a le ski alpin, on l'a vu, le ski de fond, on a également le freestyle et le freeride, autant de pratiques. Et la première pathologie, ça va être principalement le genou. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les pathologies et le risque de blessure est aussi vraiment lié à la vitesse. Donc plus on va avoir une pratique rapide, notamment comme la descente, plus le risque de blessure va être important. Les pathologies du rachis, elles vont arriver en 4e position et puis vous le voyez, c'est également associé avec les pathologies de la tête, donc plutôt d'ordre commotion cérébrale. Également, en fait, 45% des blessures ont lieu principalement en compétition. Donc, on a vraiment une notion entre vitesse, un lien entre la vitesse et le risque de blessure. Quand on revient sur le rachis, eh bien effectivement, c'est ce que je vous disais, le rachis c'est une globalité. Donc on va avoir aussi bien du rachis cervical, de la zone thoraco-lombaire comme on l'entendait tout à l'heure, et également donc les pathologies lombaires. Ce qu'il faut également savoir, c'est que 80% des blessures au niveau du rachis vont entraîner chez le sportif expert et de haut niveau un arrêt sportif. Donc c'est quand même quelque chose qui est, quand ça survient, important. On va cibler un petit peu plus sur l'étage lombaire parce qu'en fait c'est un déterminant commun, donc à la fois on va dire dans toutes les disciplines et également dans le niveau de pratique. C'est-à-dire que les lombalgies, qu'on fasse le skieur amateur comme le skieur d'élite, et en fait c'est quelque chose qui va revenir à un vrai point commun. Alors pourquoi ? Parce que on l'a entendu tout à l'heure, le ski c'est quoi ? C'est une position qui va être très fléchie, répétée, longuement répétée, prolongée, et puis on va avoir ce mouvement rapide des membres inférieurs, et donc du coup on va avoir nos abdominaux qui vont avoir un vrai rôle d'anti-flexion et d'anti-rotation, et ça donc quand la pathologie survient, donc plutôt au niveau expert ou on va dire chez le sportif de haut niveau, en général la pathologie va entraîner une fatigue neuromusculaire, mais on va également avoir cette fatigue neuromusculaire qui va intervenir, même on va dire chez le skieur lambda qui n'a pas l'habitude de la pratique. Le fait de maintenir cette position en flexion prolongée, ça va entraîner une fatigue neuromusculaire. Alors qu'est-ce qui se passe si on revient sur la pathologie rachidienne ? Qu'est-ce qui se passe ? Une fatigue musculaire, ça va entraîner en fait une augmentation de la contraction, on l'entendait également tout à l'heure, des érecteurs du rachis, mais également en fait des droits de l'abdomen. Et c'est vraiment cette augmentation de l'activité musculaire entre les érecteurs du rachis et les droits de l'abdomen qui vont entraîner en fait une espèce de rigidité lombaire, des douleurs qui vont être de type
type mécanique. Et on l'entendait également tout à l'heure, c'est pas forcément corrélé en fait avec l'imagerie. Alors nous, en tant que thérapeute, on essaye toujours de vouloir modifier les choses chez notre patient. Alors le geste sportif, c'est toujours très très compliqué de venir intervenir sur le geste sportif parce qu'il y a une notion de performance qui va s'y ajouter. Et donc du coup, on va être très prudent. Sauf qu'en fait, quand on voit les facteurs de blessure, le facteur de blessure numéro 1, eh bien en fait, c'est une insuffisance, un déséquilibre du gainage. Alors vous allez voir, c'est un terme que j'aime pas trop et je vais vous l'illustrer. Je vais préférer parler de core stability, de noyau central très très important qui va permettre de libérer le mouvement des membres inférieurs, notamment puisqu'on parle ici de ski. On va également avoir donc le sexe, le niveau de performance. Plus on est sur un niveau de performance élevé, plus on a un risque de blessure, je le disais tout à l'heure, qui est important. On a une prédisposition génétique et enfin on a le matériel qui va fortement influencer également le risque de blessure puisque aujourd'hui on a des skis qui vont être beaucoup plus courts, beaucoup plus larges et en plus on a une préparation, donc des quarts qui vont être vraiment taillés pour la performance mais aussi qui augmentent la vitesse et donc le risque de blessure. Donc nous en tant que thérapeute, sur quoi on peut agir? Eh bien en fait on peut agir principalement, quel que soit le niveau de pratique, on peut agir sur le musculaire et donc du coup on va intervenir notamment sur le transverse. Alors le transverse, c'est aussi toutes les idées reçues pour nos patients. Ils le voient comme un muscle profond et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'en fait, il y a beaucoup de clichés anatomiques qui représentent le transverse comme ceci. Mais en fait, le transverse, c'est bien plus que ça. C'est un muscle qui est à la fois profond, qui va être sous les droits de l'abdomen, et puis dans sa partie sous-ombilicale, on le voit ici, c'est un muscle qui va être plus superficiel que les droits de l'abdomen. Donc du fait de cette anatomie un petit peu particulière, on a une notion de timing au niveau du recrutement musculaire, de la synergie musculaire qui va être très très important. Donc je préfère des coupes comme ça quand on parle du transverse pour vraiment voir cette anatomie très particulière, très fibreuse dans sa partie centrale avec des fibres musculaires beaucoup plus transversales. Et puis le transverse, il agit jamais seul. Le transverse, il agit en équipe, il va travailler avec les multifid, donc les érecteurs du rachis, et puis il va travailler également avec les muscles du plancher pelvien. Donc vraiment, le transverse, c'est vraiment pas quelque chose qui va agir en force, c'est quelque chose qui va agir en coordination musculaire. Alors quel est son rôle? Effectivement, c'est le plus grand expirateur, mais il a un rôle surtout de préactivation musculaire et il va se préactiver d'autant plus qu'on va avoir un mouvement rapide des membres supérieurs et des membres inférieurs. Et on l'a vu tout à l'heure, on a une position hyper fléchie, prolongée. Pourquoi? Pour permettre en fait le passage notamment des portes avec donc les membres inférieurs qui vont avoir une action très très rapide. Donc le rôle du transverse prend tout son sens quand on parle de ski et puis il va agir en fait, je le disais tout à l'heure, comme stabilisateur de la colonne vertébrale avec cette co-contraction musculaire. Alors on revient en cabinet. Ok, on parle du transverse, c'est important, vous l'avez vu, j'ai posé les bases et on parle de core stability. Alors déjà, la première chose quand on est kiné, ça va être de bilanter au niveau musculaire. Et là, ça nous pose beaucoup plus de problèmes parce qu'en gold standard pour bilanter un transverse, il faut passer par l'échographie. Alors oui, maintenant, les kinésithérapeutes, on peut faire de l'échographie, mais bilanter une activité musculaire, c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait à notre portée. Alors là, je vous propose un test qui s'appelle le test de Starman, qui n'est pas forcément connu. Ce test, il se fait en 5 niveaux de difficulté. Donc vous voyez, et l'intérêt notamment par rapport à un Sorensen ou un Shirado Ito, on est sur de la coactivation musculaire. Donc on n'est pas spécifique au transverse, on va mesurer à la fois donc l'activité du transverse, des obliques, des droits de l'abdomen et également des paravertébraux. Et ce qui est intéressant dans ce test-là, c'est que comme on le disait tout à l'heure, on a une préactivation avec des mouvements des membres inférieurs. Et là vous voyez bien à l'écran que en fait on vient regarder la capacité à maintenir une lordose lombaire physiologique en activant les membres inférieurs.
Donc le test de Sarman, c'est pas un test spécifique, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment cette coordination musculaire, cette co-contraction. Quand on regarde le coefficient de corrélation interclasse de ce test, on est sur un 0,65, donc on est quand même sur une fiabilité qui est modérée. Alors qu'est-ce que j'ai comme autre outil à ma disposition pour tester ce transverse? Eh bien en fait, je vais avoir un dispositif qui s'appelle Blueback, parce qu'on sait que l'EMG permet également de mesurer l'activité musculaire du transverse. Et Blueback, la particularité, c'est que c'est un deep EMG qui va filtrer en fait l'activation musculaire du transverse, et il va nous permettre, nous en tant que thérapeute, de pouvoir avoir un examen un petit peu plus complet du transverse. Donc il existe une seule étude avec forcément un biais important puisqu'il a été réalisé par la marque, donc on a un gros conflit d'intérêts, et pourtant en fait ça nous montre quand même 97% de corrélation avec l'échographie. Donc en tant que thérapeute, pour nous c'est quand même un outil qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fiable que le Sarman, mais forcément beaucoup plus coûteux. Donc là, je vous ai mis le bilan d'un de mes patients de haut niveau, sportif de haut niveau, qui a un problème de lombalgie. Et en fait, ça illustre parfaitement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette fatigabilité musculaire, puisque en fait, on va tester le transverse dans différentes possibilités. La partie réflexe, donc vous voyez, qui est quasiment à son maximum. La partie contrôlée statique qu'on va avoir juste ici en haut à droite. La partie contrôlée en dynamique en bas du diagramme. Et vous voyez, ces parties-là, elles sont fortement activées. Là où ça va pêcher, c'est sur la notion d'endurance musculaire, que ce soit l'endurance en statique ou l'endurance en dynamique. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette notion de fatigue neuromusculaire très importante. Donc l'intérêt du Blueback, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus fiable. Alors une fois que j'ai bilanté mon patient, il va falloir que je le rééduque et que je l'aide à aller beaucoup mieux. Alors voilà pourquoi j'aime pas le gainage. Le gainage, c'est une notion de gain, de quelque chose de statique. Or nous, tout à l'heure, on a parlé du ski comme quelque chose d'hyper dynamique avec un mouvement rapide des membres inférieurs. Alors je préférais davantage qu'on parle de core stability, c'est cette capacité non pas à maintenir une position, mais à avoir une conservation de notre lordose rachidienne avec quelque chose d'instable, soit comme vous voyez au niveau des membres sup et des membres inférieurs avec des ballons de Klein, et puis je vous ai mis également une illustration beaucoup plus facile avec des élastiques. Alors bien sûr, ça nécessite un apprentissage, on peut utiliser différentes méthodes, notamment le Pilate, et surtout ça nécessite que nos patients aient un feedback sur ce qu'ils sont en train de faire. Le transverse, c'est une énorme partie fibreuse, donc ça veut dire que la conscience de la contraction du transverse, elle est compliquée pour nos patients, donc il faut coupler avec un feedback. Le mieux, bien sûr, c'est d'utiliser cette DIP-EMG, mais on a à notre disposition des brassards de tension qui vont nous renseigner également sur la pression qui est exercée au niveau de la petite courbure lombaire physiologique et qui est également un super indicateur au niveau des feedbacks. Et puis mon skieur, je vais essayer de le mettre davantage en dynamique et de travailler sur cette notion d'hyperflexion. Alors je voulais vous présenter ce petit exercice qui est la beer plank. La beer plank, elle se réalise uniquement si vous essayez de conserver cette hyperflexion. C'est vraiment ça. Il faut absolument que les genoux soient à l'aplomb de l'ombilique et maintenir en fait cette position d'hyperflexion qu'on retrouve également au ski. Et vous pouvez la faire évoluer énormément. Vous pouvez faire simplement en statique, en enlevant des points d'appui, et puis vous pouvez mettre en dynamique avec des marches avant-arrière, latérales. Vous pouvez coupler avec un élastique, et puis vous pouvez laisser cours à votre imagination en mettant des bosus, en mettant des ballons de Klein, enfin absolument ce que vous voulez. Et puis on peut remercier Andri Raghetti, qui est un Italien et qui a rendu donc le Core Stability et la préparation physique de ce Core Stability beaucoup plus populaire sur les réseaux sociaux. Donc en fait, le Core Stability n'a de limite que notre imagination. Bien sûr, ça nécessite des cabinets un petit peu plus grands. Et voilà, il est quand même assez fier de lui. On peut le comprendre.
Donc dans le ski, le transverse n'est pas là donc pour protéger le dos, il est là pour organiser le mouvement, et quand il est dépassé, notre dos devient rigide et donc douloureux. Merci pour votre attention.